Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique et du coup ce sera le dernier pour ce mois de une vidéo par jour et donc le mois d'octobre. J'ai comme toujours dans chaque update graphique 4 graphiques ou plus précisément 4 sagas de graphiques à vous montrer parce que j'essaye de rassembler les tomes d'une même saga dans un seul update graphique pour éviter déjà de multiplier les updates graphiques parce que je peux pas non plus en faire 156 par semaine, c'est techniquement impossible, et parce que je trouve ça mieux que de vous présenter les tomes un par un. Et donc dans 10 updates graphiques, s'il y a 10 tomes, vous voyez. Bref, je fais ça depuis un moment maintenant. Et on va commencer. La première saga, c'est Enola Holmes, donc le tome 1, la double disparition, et le tome 2, l'affaire Lady Alistair, de Irena Blasco pour l'adaptation en BD et Nancy Springer pour les livres, puisque ce sont des livres à la base, et il y a même eu une adaptation en film ou en série, je sais plus, et je pense que je vais la regarder, mais j'ai préféré lire les BD que les livres parce que j'étais pas sûre, je sais pas pourquoi, ça me tentait pas trop. Les livres, j'adore tout ce qui est Sherlock Holmes et tout, d'ailleurs c'est assez drôle parce que dans le prochain update lecture, je vous parlerai d'une saga de livres sur Sherlock Holmes. Mais je sais pas, cette saga de livres là me tentait pas trop, et quand je l'ai vu en BD, en plus à 4,95€, puisque le tome 1 je l'ai acheté, le tome 2 je l'ai emprunté à la bibliothèque, je me suis dit que j'allais tenter. J'ai lu le tome 1 sur le week-end d'Emile que vous avez eu en vlog il y a pas très longtemps et que moi j'ai fait fin septembre, et franchement j'ai bien aimé le tome 1, vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Et du coup j'ai emprunté le tome 2 à la bibliothèque quand je l'ai trouvé, j'étais très contente de le trouver. Sauf que, avec le tome 2, ça ne l'a pas fait. Je l'ai dit en vlog, j'ai en fait rien compris au tome 2. Alors j'ai réessayé après, j'en ai pas reparlé en vlog, et vraiment j'arrive pas avec le tome 2. Je sais pas si c'est au niveau de l'adaptation par rapport au bouquin qu'il y a un souci, je sais pas si c'est moi qui n'y arrive pas avec le tome 2, je sais pas ce qui s'est passé, mais dans le tome 2, je comprends pas l'histoire en fait, ça part dans tous les sens. Même avec les dessins, j'arrive pas à savoir qui est qui fait quoi. Il y a un personnage qui se déguise, mais elle se déguise pas toujours de la même manière. Du coup, c'est toujours la même personne, mais avec plusieurs apparences. Et je pense que ça, en roman, c'est plus expliqué, mais là, dans la BD, vraiment, j'ai trouvé ça trop compliqué. Pour l'histoire, en gros, on suit Enola, donc, qui est la petite sœur de Sherlock et Mycroft Holmes, et elle a pas grandi avec eux. En fait, je crois même qu'elle a pas le même père que les garçons, et il me semble que leur mère, du coup, aux 3 enfants, est partie. Voilà, elle a quitté cette famille très riche, très pleine de protocoles et de convenances, et elle s'est séparée avec sa fille, voilà, et donc elles vivent toutes les deux, mère et fille, toutes seules, sauf qu'au début du tome 1, la mère a disparu. C'est l'anniversaire de Enola, et sa mère a disparu. Elle trouve ça bizarre parce que sa mère, c'est déjà bizarre que sa mère ait disparu comme ça du jour au lendemain en soi, mais en plus, particulièrement le jour de son anniversaire, elle trouve ça vraiment bizarre. Pour Enola, sa mère aurait pas disparu de son plein gré la veille de son anniversaire, ou le jour de son anniversaire, je sais plus exactement. Donc elle trouve ça bizarre et elle va enquêter, et évidemment elle va faire appel à Sherlock qui est un détective, enfin elle va faire appel. Oui et non, c'est juste que comme c'est sa mère, Sherlock est informé et donc Sherlock veut enquêter là-dessus. Sauf que quand ils arrivent, donc Sherlock et je sais plus, un autre personnage, c'est pas Mycroft il me semble, bref, quand ils arrivent, ils viennent pour enquêter et comprendre ce qui s'est passé avec la disparition de leur mère, mais ils vont aussi par la même s'immiscer dans la vie de Enola, et ça lui plaît pas beaucoup à Enola, elle a pas du tout envie qu'on s'immisce dans sa vie, et donc elle va se débrouiller pour s'éloigner de Sherlock et des personnes qui débarquent dans sa vie. Honnêtement, j'ai pas vraiment compris l'intérêt de l'histoire. J'ai pas beaucoup accroché avec le personnage principal, donc avec Enola. Et c'est dommage parce qu'en fait, elle a pas mal de caractéristiques que j'aime et que j'apprécie chez un personnage féminin, surtout à ces époques-là, c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment accroché avec Enola. J'ai beaucoup aimé le tome 1, malgré tout. Mais le tome 2, vraiment, peut-être que j'ai pas compris parce que j'avais pas vraiment envie de le lire en vrai, je ne sais pas. Du coup voilà, peut-être qu'un jour je retenterai, si je retrouve le tome 2 et le tome 3 à la bibliothèque, peut-être que je les prendrai et que je réessayerai. Mais là, en tout cas, ça ne le fait pas, ça ne fonctionne pas avec moi. Donc, donc pour l'instant, c'est un non. Voilà.
Ensuite, toujours sur le week-end à 1000, j'ai lu Elvira et Otto dans la jungle, donc c'est le tome 1 de Balchette et Fielder, et j'ai adoré cette BD. Je vous la montre de plus près. Je vous ai pas montré des planches de Enola, je suis désolée. Voilà le dos, enfin le dos. À chaque fois je dis le dos c'est ça en vrai, mais c'est la 4ème de couverture. J'adore les 4ème de couverture. Bref, je vais vous montrer une planche ici parce que j'y pense et parce que j'adore, je trouve ça magnifique, vraiment. En gros, ici, on va suivre donc ces deux animaux-là, donc un éléphant et une gazelle, il me semble que c'est une gazelle. Bref, dans la jungle, qui vont se rencontrer. En fait, avant même qu'on démarre le livre, ils se connaissent déjà et on a rapidement, en quelques planches, leur rencontre et l'évolution de leur relation parce que oui, Elvira et Otto, donc l'éléphant et la gazelle, vont tomber amoureux. C'est vraiment très mignon, c'est vraiment très chou. Mais l'histoire, c'est pas vraiment leur histoire d'amour à eux. En fait, l'histoire, c'est que donc ils sont dans la jungle et il y a un groupe de touristes qui sont venus dans la jungle pour voir les animaux, comme ça se fait dans certains endroits. Et un des touristes laisse tomber son téléphone sans faire exprès. Et donc les animaux découvrent et trouvent ce téléphone. Évidemment, on est dans un univers où les animaux parlent, les animaux communiquent les uns avec les autres, vraiment avec des mots que nous, humains, on comprend. Et donc les animaux trouvent ce téléphone et vont essayer de comprendre ce que c'est, à quoi ça sert et tout. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper bien fait, très chou, très mignon, j'ai adoré. C'est un tome 1, comme je l'ai dit, mais j'en parle maintenant et je présente que le tome 1, parce qu'en fait, il est sorti il y a vraiment très peu de temps, et que le tome 2 ne va pas sortir tout de suite, d'après ce que j'ai compris. Voilà, il est sorti en juin 2022 et j'ai pas vu le tome 2 passer, donc je me suis dit qu'il fallait que j'attende avant de trouver le tome 2. Je trouverai probablement le tome 2 que dans quelques mois, ou peut-être même un an, j'en sais rien. Donc d'ici là j'aurais oublié le tome 1, du coup je me suis dit que j'allais vous le présenter. Franchement j'ai trouvé ça très chou, très cool. C'est totalement accessible aux enfants, aux très jeunes enfants je dirais, plus jeunes que Enola, pour vous donner un type de comparaison si jamais vous connaissez Enola. Vraiment tu peux le lire à tes enfants même qui savent pas lire. Vraiment c'est vraiment cool, et puis les planches sont magnifiques. C'est un peu des couleurs pastel, pas vraiment de l'aquarelle, plutôt des couleurs, ouais, des couleurs pastel, des couleurs très douces. Désolée si ma voix part un petit peu en couille de temps en temps, disons les mots. Je suis un petit peu malade, je me traîne une toux depuis quelques semaines, vous le savez, si vous suivez les vlogs, et j'espère qu'au moment où sortent ces vidéos, j'ai arrêté de tousser parce que vraiment j'en ai marre. Donc voilà, j'essaye au maximum dans ces vidéos-là de pas tousser et de pas laisser au montage les moments où je tousse, mais du coup ma voix déraille de temps en temps. Bref, j'ai adoré cette BD, je la trouve très chou, très cool, très mignonne. Et ensuite, sur ce week-end à 1000, toujours, j'ai avancé dans la collection Harry Potter au cinéma. J'avais prévu au départ de lire 3 tomes, et puis comme il me manquait des pages, et bien j'ai rajouté le 4ème que j'avais. Donc j'ai lu les tomes 4, 5, 6 et 7. Je vais vous les montrer et vous les présenter rapidement un par un, parce que garder les 4 dans la main, je vous avoue que c'est très lourd et pas du tout pratique. Le tome 4, c'est Les élèves de Poudlard. C'est une saga écrite par Jodie Levenson. Je ne l'ai pas dit, donc je le dis, voilà. Et en gros, dans ce tome-là, on détaille, on revient un petit peu sur les castings, comment ont été choisis les acteurs, quels essais on leur a fait passer, tout ça, vraiment, voilà. Donc il y a évidemment le trio très connu, donc Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, et puis ceux qui jouent les jumeaux, il y a Krum, il y a Cédric, il y a aussi un petit passage sur les costumes des élèves, donc vraiment comment ça s'appelle, c'est pas un costume, c'est un uniforme, l'uniforme de l'école. Super, un moustique se joint à nous pour cette update. J'en peux plus des moustiques, vraiment, je vais péter un plomb. Donc il y a Cho, Lavande, Simus, Dean, Luna. Mon seul regret dans ce bouquin-là, c'est que... Alors après, ça s'appelle Les élèves de Poudlard. J'ai pas regardé, peut-être qu'il y a un tome sur les professeurs. Parce que du coup, il n'y a vraiment aucune information sur les recrutements, j'allais dire, sur les castings des adultes dans la saga. Mais bon, ça s'appelle Les élèves de Poudlard. S'il y a un tome sur les parents et les professeurs, je trouverais ça très cool. Mais sinon, j'aurais préféré qu'on ait peut-être moins d'élèves, mais qu'on revienne plus sur les adultes aussi qui ont été castés, parce que je trouverais ça intéressant. Voilà, du coup il y a pas mal de détails sur les acteurs, comment ils ont été choisis.
Par exemple, pour vous donner juste une idée, mais je pense que c'est un truc assez connu, pour le trio principal, donc Harry, Ron, Hermione, les acteurs ont été choisis séparément. D'ailleurs, ils se sont même battus pour avoir Daniel Radcliffe en acteur pour Harry, parce que ses parents, au petit Daniel, ne voulaient pas qu'il fasse Harry Potter. Bref, donc ils ont casté les acteurs séparément et ensuite ils ont fait des tests avec plusieurs trios différents parce que il était important, oui, que les acteurs puissent correspondre aux rôles les plus correctement joués, chacun leur rôle, mais aussi qu'il y ait une bonne dynamique entre les trois. Donc ils ont vraiment fait des tests à trois. Voilà, je vais pas revenir sur les nombreuses critiques qu'il y a eu, notamment sur les yeux de Daniel Radcliffe et de sa mère, enfin et de l'actrice qui joue sa mère, mais ouais, j'ai trouvé ça quand même assez cool. Et même si du coup on n'a pas les adultes dans ce tome là, je trouve ça vraiment cool qu'on ait quand même des pages sur des acteurs qui sont et des personnages qui sont beaucoup moins importants que les acteurs principaux, comme Dean, Simus, Cho. Évidemment je suis très contente qu'on ait Cho parce que c'est mon personnage préféré de Harry Potter, mais vraiment, honnêtement c'est pas mon tome préféré de cette saga là, mais c'était quand même cool. Le 5e tome, c'est les compagnons, les plantes et les métamorphes, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Donc en gros, il est divisé en 3, comme c'est marqué dans le titre. Donc les compagnons, c'est les animaux, globalement. Donc Edwige, Trevor, Patenron, Croutard un petit peu, mais Croutard est plutôt dans les métamorphes, puisque du coup c'est Peter Petit Gros, bien sûr. Et en gros, c'est des détails et des explications sur les animaux choisis, combien d'animaux à chaque fois, parce qu'évidemment, il y a plusieurs Edwige, il y a aussi Croque-Dur, il y a plusieurs animaux à chaque fois. Il y a la chatte de Monsieur Rusard aussi, donc Mystaigne. Voilà, comment ils ont tourné avec ces animaux-là aussi. On a aussi quelques plantes. Alors ça, j'ai pas trouvé ça hyper passionnant, je vous avoue. Donc il y a les mandragores, les solcogneurs. Mais voilà, ça c'est les principales qu'on a dans les films. Mais il y a aussi d'autres plantes un peu moins présentes dans les films qui sont détaillées ici. Et pour les métamorphes, on a évidemment McGonagall, et on n'a pas les 4, donc Rusard, Queue de Verre, Patte-Molle et Cornedru. On n'a pas Rusard parce qu'il est dans il est dans un autre tome avec les créatures surnaturelles, puisque c'est à part, enfin c'est séparé. Queue de Verre y est donc, Patte-Molle y est aussi, et Cornedru n'y est pas, mais en vrai il apparaît pas dans les films, donc ils n'ont pas eu besoin de le créer. Et il me semble que c'est tout. Ah non, aussi après il y a donc les loups-garous. Ah si, Rémus y est, j'ai dit des conneries. Pardon, j'ai dit des conneries, je pensais qu'il était dans un autre, mais non, il est dans celui-là. Il y a toute une partie sur du coup les loups-garous aussi, et sur l'épouvantail. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé ce tome-là, c'était assez chouette, surtout sur la partie sur tous les animaux, comment ils ont tourné avec ces animaux, comment ils ont fait ces scènes-là. Et peut-être que je vous l'aurais dit en vlog, je ne sais pas, mais oui, j'ai bel et bien re-regardé toute la saga de Harry Potter avant de commencer du coup une vidéo par jour. Entre le dimanche soir où j'ai fait le week-end Emile, donc sur le dernier week-end du mois de septembre, et le jeudi que je commence une vidéo par jour, j'ai regardé les 8 films. Voilà, peut-être que je vous l'aurais dit en vlog, je ne sais pas, mais en tout cas oui, j'ai regardé des films et du coup il y a des choses auxquelles j'ai fait attention par rapport à ce que j'avais lu dans cette saga là, du coup j'adore vraiment. Le 6e tome, c'est Le Château de Poudlard, et celui-là est très intéressant à lire, et il y a pas mal d'infos et pas mal de trucs, parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils ont tourné les 2 premiers films, enfin globalement les premiers films en fait, ils n'avaient pas la suite. C'est pas comme s'ils avaient pu lire toute la saga avant de sortir le premier film. Le premier film est sorti en 2001 et le premier livre est sorti en 97. Donc au moment où sort le premier film et au moment où ils ont créé le premier film, parce que ça a pris des mois évidemment, ils n'avaient pas les derniers tomes de la saga. Donc ils savaient pas quelle salle, quelle pièce allait être importante, qu'est-ce qui allait évoluer dans la suite de la saga. Et donc au fil de la saga, en plus de ça, ça a changé de réalisateur plusieurs fois entre temps, ils ont dû modifier le château de Poudlard, notamment l'entrée, et ça c'est très visible dans les films, je trouve, l'entrée n'est pas la même dans les 3 premiers films, et dans le 4e, ils ont modifié la manière dont tu entres dans le château pour l'arrivée des 2 autres écoles, Dumbstorm et Beauxbatons, et donc du coup c'est pas la même chose. Il y a aussi des salles qui sont rajoutées, des tours qui sont rajoutées, des pièces qui sont modifiées.
Et du coup j'ai trouvé ça vraiment très cool à lire. Donc on revient un petit peu en détail sur les pièces principales du château de Poudlard, donc l'entrée, comment ils l'ont fait, la grande salle évidemment. Il y a quoi d'autre? Il y a l'infirmerie, la tour de l'horloge, et puis il y a aussi le domaine en lui-même et les tableaux, comment ils ont créé les tableaux, comment ils ont fait les tableaux. C'est aussi assez cool de lire ça avec notre recul à nous aujourd'hui parce que, par exemple, les tableaux, si Harry Potter était fait aujourd'hui, on aurait des espèces de grandes tablettes. Vous voyez, ils auraient suspendu au mur des espèces de grandes tablettes avec des films qui tournent en boucle dessus. Mais à l'époque, en 2001, c'était pas possible de faire ça. Vous voyez? Ou alors ils auraient juste suspendu des toiles vertes et au montage, ils auraient rajouté des trucs. Là, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est aussi très cool d'avoir ces films-là réalisés dans des années où la technologie n'était pas trop avancée et où il était plus simple, malgré tout, de quasiment tout faire à la main que de tout faire en numérique. Je sais pas. Je trouve que ça rajoute un côté authentique. Vraiment, il y a pas mal d'infos là-dessus. Et dans ce bouquin-là, les réalisateurs eux-mêmes invitent les gens et les fans à s'amuser des différences de Poudlard et de la construction de Poudlard entre les différents films, parce que du coup Poudlard a dû évoluer pour s'adapter aux scènes et aux inventions de J.K. Rowling en fait, et je trouve ça très fun, vraiment. Et le 7e tome que j'ai lu sur ce week-end à 1000, donc c'est le Quidditch et le tournoi des 3 sorciers. Et je pense que c'est un de mes préférés de la saga. J'ai pas fini la saga encore du coup, mais je pense que c'est un de mes préférés, si ce n'est mon préféré jusqu'à maintenant. En tout cas, j'adore toutes les scènes de Quidditch dans les livres et dans les films. Et là, en gros, on a le détail de comment ils ont créé ça, comment ils ont filmé ça. Alors évidemment, toutes les scènes sur des balais sont tournées sur fond bleu. C'est pas un spoil, c'est pas une super grande révélation, tu vois. Mais j'ai vraiment trouvé ça très cool de voir comment ils ont imaginé, construit le stade en fait, et de voir à quel point J.K. Rowling avait son mot à dire là-dessus. Moi je trouve ça toujours important. Alors après, je fais exprès ici d'occulter J.K. Rowling entre guillemets et tout ce qui a pu se passer récemment, mais je trouve ça important dans un processus créatif d'adaptation d'inclure l'autrice ou l'auteur et de lui poser des questions, de lui demander des précisions, de lui dire qu'est-ce qu'elle pense de telle ou telle modification. Je trouve ça vraiment cool. Et entre gros guillemets, si elle valide certains choix et certaines modifications, c'est ok. Alors ça veut pas dire que les fans râleront pas, mais à mon sens c'est ok. Vraiment j'ai trouvé ça très très cool. Je vous ai pas montré il me semble de pages de ces tomes là, mais je vais vous montrer notamment le terrain de Quidditch dans celui-ci parce que vraiment je trouve ça génial. Donc il y a aussi tous les développements de la balle, des balles, de la batte, du vif d'or, des uniformes de nouveau de Quidditch. Vraiment j'ai adoré, je trouve ça vraiment vraiment génial. Et donc la deuxième partie c'est le tournoi des trois sorciers avec au début du film la Coupe du Monde, donc évidemment. Et donc sur le tournoi des trois sorciers on a à la fois les objets créés, donc la coupe, l'œuf, des trucs comme ça, les dragons aussi il me semble rapidement. Et on a aussi les 3 personnages adultes principaux qui sont intégrés dans ce tome-là, dans ce film-là, à savoir Igor Karkaroff, Madame Maxine et Rita Skeeter. Dans les livres, il me semble que Rita Skeeter apparaît avant, mais dans les films, c'est pas le cas. Et donc voilà, il y a vraiment en détail le look des personnages, comment ils les ont construits, comment ils les ont pris, et aussi comment ils ont... et ça c'est très drôle, je vous le dirai pas, mais je trouve ça hilarant de savoir ça. Bref, comment ils ont géré la différence de taille entre Madame Maxine et tous les autres personnages, Hagrid inclus, parce que Madame Maxine est même plus grande que Hagrid. Alors on sait à peu près comment ils ont géré la différence de taille entre Hagrid et les élèves et les autres personnages. Mais alors comment ils ont géré ça avec Madame Maxine, c'est hilarant. Vraiment, je vous le dirai pas, j'ai pas envie de vous le dire, mais j'ai trouvé ça très cool et très fun. Vraiment, j'ai adoré ce tome-là. Et enfin, pour cette update graphique, j'ai lu Laurine et Laurindel de Moridia Rubino. Donc c'est dans la même collection que les lutins et le cordonnier, que il me semble je vous ai présenté dans le dernier update graphique. Je l'ai pris à la bibliothèque parce que c'était la même collection et que j'avais adoré le lutin et le cordonnier, franchement. Alors j'aime toujours autant les dessins. Je sais pas qui fait les dessins parce qu'il n'y a qu'un nom à chaque fois décrit. Attendez, je vais chercher. Bah c'est pas marqué, mais ça me paraît très bizarre que ce soit la même personne qui fait les textes et les dessins à chaque fois.
Sachant que dans cette collection-là, enfin les dessins sont pas très éloignés de ce qu'on a dans les lutins et le cordonnier. Enfin bref, c'est pas très très grave. Bref, du coup je l'ai pris les yeux fermés parce que j'avais adoré les lutins et le cordonnier et que c'était la même collection. Et franchement j'ai été très très déçue par ce livre-là. L'histoire est creuse et sans intérêt pour moi. Vraiment, c'est même pas que c'est nul, c'est juste que c'est vide, vraiment. En gros, on suit une sorcière qui vit dans un espèce de vieux château avec ses chaudrons et ses potions. Bref, et à chaque fois qu'une jeune fille s'aventure dans son domaine et près de chez elle, la sorcière enlève la jeune fille et la séquestre chez elle. Voilà. Et un jour, il y a un couple, un jeune couple qui va se marier, donc un jeune couple qui vient de se fiancer, qui se balade près de chez elle, et du coup la sorcière débarque, elle est pas contente, elle enlève la jeune femme, mais le jeune homme, lui, elle en a rien à battre, et elle le laisse repartir. Sauf qu'évidemment, le jeune homme, il est amoureux de sa fiancée, il veut l'épouser, tu vois, et donc du coup, il est pas content que la sorcière elle ait enlevé la jeune fille, et donc il veut sauver la jeune fille. Voilà. C'est ça l'histoire. Et alors, dit comme ça peut être cool, tu vois, s'il y a des aventures, s'il y a, je sais pas, si le jeune homme il combat, enfin j'en sais rien, tu vois, il fait des trucs de ouf pour récupérer sa promise, entre guillemets, tu vois. Mais c'est pas le cas. J'ai vraiment trouvé ça vide. Vraiment, je sais pas comment dire autrement, mais vraiment j'ai pas aimé du tout, vraiment, je ne vois pas l'intérêt de lire cette histoire. Vraiment. À choisir, lisez les lutins et les cordonniers. Les yeux fermés, mais alors ça, vraiment, En fait, le résumé suffit. Genre vraiment, vous lisez le résumé, ça suffit. C'est tout. Il n'y a pas plus dans le bouquin, c'est vraiment... c'est vraiment pas ouf. Je suis même très très déçue par ce livre. Mais bon, c'est la vie. Étant donné que je tousse toutes les 2 minutes, j'ai mis beaucoup de temps à tourner cet update graphique et je ne sais pas combien de temps il dure après montage. J'espère qu'il y aura pas eu, enfin j'espère que tous les cuts qu'il y aura eu n'auront pas été trop gênants et que la vidéo est quand même fluide après montage. J'espère qu'elle vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à demain.